Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne et aime cette vidéo. Madeleine vivait dans un petit appartement en rez-de-chaussée, au bord d'une route balayée par le vent salé. Depuis la mort de son mari, 10 ans plus tôt, elle n'avait jamais cessé de travailler. Chaque matin, elle nettoyait des salles de classe silencieuses, frottait les sols comme si sa dignité en dépendait. Elle n'avait pas de retraite suffisante, et refusait de dépendre de qui que ce soit. Son seul luxe était une boîte en fer où elle rangeait quelques économies et des photos jaunies de son fils. Elle mangeait peu, dormait peu, mais elle tenait debout. Une femme forte, que la vie avait usée, mais jamais brisée. Le soir, elle rentrait chez elle avec des douleurs dans les genoux, les mains crevassées, et le cœur fatigué. Pourtant, elle gardait toujours une voix douce lorsqu'elle appelait son fils, Laurent, pour prendre de ses nouvelles. Ils ne se voyaient presque jamais. Ils vivaient loin, à Lyon, et les appels étaient devenus brefs, distants. Elle n'osait pas lui dire qu'elle se sentait seule. Elle ne voulait pas déranger, ni imposer son chagrin. Alors elle restait dans l'ombre, espérant que quelqu'un, un jour, penserait à elle autrement que comme une vieille femme fatiguée. À Lyon, Laurent menait une vie bien différente. Il vivait dans un bel appartement moderne, avec vue sur les toits, qu'il montrait fièrement sur les réseaux sociaux. Marié à Élodie, une femme élégante mais hautaine, il était père de 2 enfants, Théo, 6 ans, curieux et turbulent, et Camille, 4 ans, douce et câline. Derrière les apparences parfaites, le quotidien était tendu. Laurent travaillait peu, dépensait beaucoup, et semblait toujours dépassé par les responsabilités. Élodie, elle, passait son temps sur son téléphone ou dans des boutiques, souvent absente même lorsqu'elle était présente. Les enfants manquaient d'attention. Ils vivaient dans un tourbillon de bruit et d'ordre, sans chaleur véritable. Laurent, de plus en plus débordé, peinait à gérer leur emploi du temps. Les factures s'accumulaient, les nerfs lâchaient. Malgré les apparences de confort, tout reposait sur un équilibre fragile. Laurent savait que l'héritage mensuel que son père lui avait laissé était son seul filet de sécurité. Mais il le dépensait sans compter, persuadé que l'argent finirait toujours par revenir. Il ne voyait pas que tout glissait déjà entre ses doigts. Depuis le décès de son père, Laurent percevait chaque mois une rente confortable, prévue exclusivement pour lui. Ce soutien, fruit d'une vie de travail, devait garantir sa sécurité financière. Mais Laurent n'avait jamais appris à gérer un budget. Chaque virement disparaissait en quelques jours, restaurant hors de prix, gadgets inutiles, abonnements luxueux. Au lieu de placer, il dépensait. Au lieu d'épargner, il empruntait. Et bientôt, les dettes s'enchaînèrent, les crédits s'empilèrent, et les appels de la banque devinrent plus fréquents. Élodie, qui ne connaissait que le confort, ne soupçonnait rien. Pour elle, tout était dû, femme de ménage, baby-sitter, commande à domicile. Mais les comptes sombraient. Laurent, trop orgueilleux pour admettre ses erreurs, se contentait de cacher les lettres, repousser les échéances et mentir à tout le monde. Pourtant, au fond de lui, il savait que l'effondrement était proche. Il lui fallait une solution rapide. Et cette solution, il crut la trouver dans la voix fatiguée de sa mère, au bout du fil, quand elle lui demanda simplement « Tu vas bien, mon fils ?» Un matin, alors qu'il fixait son écran de compte bancaire vidé, une idée germa. Il prit son téléphone, respira profondément, et appela Madeleine. Sa voix se fit douce, presque tremblante. Il lui parla de fatigue, de surcharge, de combien les enfants avaient besoin de leur grand-mère. Il lui dit qu'elle aurait sa place chez eux, qu'en échange de quelques heures de garde, elle serait logée, nourrie, et bien évidemment, rémunérée. Il promit de lui offrir une vie plus tranquille, plus proche de sa famille, entourée de ceux qu'elle aimait. Madeleine, émue de sentir son fils enfin tourné vers elle, accepta sans réfléchir. Elle voyait dans cette proposition une chance de se rapprocher de ses petits-enfants, de retrouver un rôle utile, une place dans une maison pleine de vie. Elle démissionna de son emploi, fit ses cartons, vendit ses meubles, et dit adieu à ses voisines avec un sourire discret. Elle avait tout quitté, convaincue qu'en donnant encore un peu d'elle-même, elle serait enfin reconnue. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle marchait vers une prison sans barreaux.
Le jour du départ, Madeleine ferma la porte de son petit appartement avec une clé qu'elle ne rendit à personne. Elle avait tout laissé derrière elle, ses souvenirs, ses habitudes, son indépendance silencieuse. Le train la conduisit vers Lyon, vers une nouvelle vie qu'elle espérait plus douce. Elle regardait le paysage défiler avec le cœur serré, partagé entre l'espoir et la peur. Dans sa valise, elle avait peu de vêtements mais emportait des gâteaux faits maison pour ses petits-enfants. Chaque minute qui la rapprochait de son fils renforçait en elle le besoin d'être utile, aimée, reconnue. Lorsqu'elle arriva devant l'immeuble moderne de Laurent, elle sourit timidement. Il l'attendait devant la porte, téléphone en main, sans même lever les yeux immédiatement. Il lui prit la valise d'un geste pressé, l'embrassa brièvement sur la joue, puis l'invita à monter. L'accueil fut rapide, presque mécanique. Aucune chaleur, aucun mot tendre. Mais Madeleine, dans sa générosité aveugle, se persuada qu'il était simplement stressé. Elle entra dans cet appartement froid, déterminée à s'intégrer, à se rendre indispensable. Elle ne savait pas encore à quel point elle allait s'effacer. Élodie était assise sur le canapé, jambes croisées, le regard fixé sur son écran. Elle ne se leva pas. Son bonjour fut à peine audible, sans sourire, sans regard. Elle indiqua vaguement la chambre au fond du couloir, avant de replonger dans son téléphone. Madeleine sentit aussitôt le mur invisible qui la séparait de cette femme. Aucun accueil, aucune curiosité, juste un malaise lourd et silencieux. Elle posa ses affaires dans la pièce indiquée, puis revint, tentant de proposer son aide, d'engager la conversation. Mais Élodie répondit par monosyllabes, distantes, comme si elle dérangeait. Les jours suivants confirmèrent cette première impression. Élodie parlait à peine, ne partageait aucun moment avec elle, ne lui demandait rien, ne proposait rien. Elle passait ses journées dans le salon, pendant que Madeleine nettoyait, préparait les repas, jouait avec les enfants. La barrière était là, infranchissable. Et Laurent, lui, faisait semblant de ne rien voir. Madeleine, pour ne pas créer de conflit, se murait dans le silence. Elle croyait que le temps arrangerait les choses. Mais le temps, ici, ne faisait qu'aggraver son effacement. Madeleine s'attendait à une chambre simple, mais ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. Au bout d'un couloir étroit, derrière une porte grinçante, se trouvait une pièce minuscule, à peine plus grande qu'un placard. Le plafond bas, les murs ternes, l'air y était lourd et immobile. Il n'y avait pas de fenêtre, seulement une vieille lampe suspendue au plafond, dont la lumière agressait les yeux. Un lit grinçant et une commode ébréchée complétaient ce décor misérable. Elle posa son sac avec lenteur, en silence, ravalant l'amertume qui lui montait à la gorge. Personne ne l'accompagna. Personne ne lui demanda si la chambre lui convenait. Ce qui devait être une nouvelle vie paisible ressemblait déjà à une punition. Elle essaya de se convaincre que ce n'était que temporaire, que tout s'arrangerait avec le temps. Elle déplia soigneusement ses vêtements, les rangea dans la commode poussiéreuse, puis s'assit sur le lit, les mains posées sur les genoux. Son cœur battait trop fort. Elle n'avait jamais été aussi proche de son fils, et pourtant, elle ne s'était jamais sentie aussi seule. Dès l'aube, Madeleine était debout. Elle préparait les petits déjeuners, habillait Théo et Camille, vérifiait les cartables, accompagnait les enfants à l'école. Ensuite, elle rentrait en vitesse, nettoyait la cuisine, lançait une lessive, passait l'aspirateur, rangeait les jouets. L'après-midi, elle allait les chercher, leur préparait le goûter, aidait Théo avec ses devoirs. Le soir, elle cuisinait à nouveau, baignait Camille, lisait des histoires, bordait les lits. Elle était partout, à chaque instant, comme un fantôme utile, une présence nécessaire mais invisible. Personne ne lui disait merci. Pas même un sourire. Laurent rentrait tard, souvent préoccupé, l'embrassait distraitement et s'installait devant son ordinateur. Élodie, quant à elle, semblait plus absente que jamais, comme si la présence de Madeleine lui permettait de s'effacer complètement de son rôle de mère. Madeleine tenait bon, chaque jour un peu plus usée, mais silencieuse. Elle n'attendait pas de reconnaissance, seulement un peu d'humanité.
Et cette humanité-là semblait avoir disparu de cette maison trop belle, trop froide, trop vide de cœur. Les semaines passèrent, puis les mois. À chaque fin de mois, Madeleine attendait un mot, un geste, un virement. Mais rien ne venait. Elle n'osait pas demander, de peur d'être perçue comme intéressée. Pourtant, elle avait quitté son emploi, ses revenus, sa sécurité, sur une promesse claire de Laurent. Il faisait comme si cette promesse n'avait jamais existé, parlant des aides familiales avec désinvolture. Son silence devenait une forme de mépris, une manière de l'effacer tout en profitant de sa présence. Un jour, elle lui posa la question doucement, à table, pendant qu'il finissait son repas. Il haussa les épaules et répondit que les finances étaient tendues en ce moment, qu'il devait faire des économies. Puis il sortit, laissant la vaisselle à Madeleine. Ce soir-là, elle s'enferma dans sa minuscule chambre et regarda les quelques billets qu'il lui restaient dans une enveloppe. Même ses médicaments devenaient un luxe. Elle comprit qu'elle avait été dupée. Et pourtant, elle resta, pour Théo, pour Camille, pas pour Laurent. Élodie ne travaillait pas. Elle passait ses journées chez elle, sans horaire, sans contrainte. Mais jamais elle ne levait le petit doigt pour aider Madeleine. Tandis que cette dernière frottait les sols, récurait les toilettes ou repassait les chemises de Laurent, Élodie restait allongée sur le canapé, jambes étendues, téléphone en main, sourcils froncés devant des vidéos sans intérêt. Parfois, elle lançait un ordre à voix basse, « Tu peux passer un coup dans la chambre des enfants ?» Sans même un regard. Madeleine obéissait. Non pas par soumission, mais pour préserver la paix dans cette maison étouffante. Elle aurait pu hurler, exiger du respect, mais elle savait que ce serait peine perdue. Élodie la regardait comme on regarde une employée qu'on n'a jamais engagée, mais qu'on utilise pleinement. Aucune considération, aucun merci. Seulement du silence, du mépris, et parfois une remarque cinglante sur une vitre mal nettoyée. Chaque jour, Madeleine s'effaçait un peu plus, jusqu'à devenir invisible dans une maison qu'elle faisait pourtant tourner seule. Chaque soir, lorsque les enfants s'endormaient, Madeleine s'asseyait seule dans sa minuscule chambre, les jambes lourdes, le dos meurtri. Son corps lui envoyait des signaux qu'elle ignorait depuis trop longtemps, vertige, douleur aux articulations, essoufflement. Mais elle refusait de se plaindre. Théo et Camille venaient souvent la serrer dans leurs bras, lui dire qu'ils l'aimaient, qu'elle était la meilleure mamie du monde. Ces moments, rares et précieux, la maintenaient debout. Elle vivait pour eux, s'effaçait pour eux, s'oubliait pour eux. Elle aurait pu tout abandonner, partir sans se retourner. Mais elle se disait qu'ils avaient besoin d'elle, que personne ne les aimerait comme elle. Laurent ne passait que quelques minutes avec eux le soir, et Élodie se réfugiait dans sa bulle digitale. Alors Madeleine devenait leur refuge, leur repère, leur tendresse du quotidien. Elle portait ce fardeau seule, sans jamais montrer sa fatigue. Mais au fond, elle sentait que quelque chose allait bientôt céder. Son corps, ou son cœur. Peut-être les deux. Un matin, en rangeant de vieux papiers dans un carton oublié, Madeleine tomba sur une lettre de l'avocat de son défunt mari. Elle y relut, les mains tremblantes, que la rente viagère prévue après sa mort devait être versée à sa veuve. Mais le compte associé était celui de Laurent. À l'époque, elle n'avait rien compris aux démarches bancaires, faisant confiance à son fils. Maintenant, elle comprenait, l'argent qui aurait pu lui permettre de vivre dignement était détourné depuis des années. Un mélange de colère, de tristesse et de trahison l'envahit. Elle se souvenait des jours où elle mangeait du pain sec, pendant que Laurent partait en week-end avec sa famille. Elle n'avait jamais demandé de compte. Elle avait tout accepté, pensant que c'était normal, que c'était le prix à payer pour rester proche de son fils. Mais en lisant cette lettre, elle comprit que ce n'était pas de la négligence, c'était un choix délibéré. Un abus silencieux, mais cruel. Et cette fois, elle décida de ne plus se taire. Dès le lendemain, Madeleine prit un rendez-vous dans un cabinet juridique discret, à l'écart du centre-ville. Elle expliqua calmement sa situation à Maître Delorme, un homme attentif, au regard franc. Il lut les documents en silence, hocha la tête à plusieurs reprises, puis déclara d'une voix nette, « Cet argent vous revient de droit. »
Elle sentit un frisson lui parcourir le dos. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un confirmait qu'elle n'était pas folle, ni ingrate. Elle n'était pas une profiteuse, mais une femme trahie. L'avocat l'accompagna dans les démarches nécessaires. Elle signa les documents avec une main tremblante mais déterminée. Il suffisait maintenant d'envoyer le dossier à la banque et de prouver sa légitimité en tant que veuve. Tout était clair, en règle, irréfutable. En sortant du cabinet, Madeleine marcha lentement, les larmes aux yeux. Ce jour-là, elle n'avait pas seulement retrouvé ses droits. Elle avait retrouvé un peu d'elle-même. La femme qu'elle avait été avant de s'oublier dans l'ombre de son propre fils. Quelques jours plus tard, la banque confirma la validation du dossier. À partir de ce moment, la rente mensuelle ne serait plus versée à Laurent, mais directement à Madeleine. Elle n'en dit rien à personne. Elle continua à préparer les petits déjeuners, à plier le linge, à bercer Camille, comme si de rien n'était. Mais quelque chose en elle avait changé. Une lumière s'était rallumée. Elle n'était plus prisonnière, elle avait désormais un choix. Avec l'aide de Maître Delorme, elle ouvrit un nouveau compte à son nom. Elle y transféra la rente, mais aussi ce qu'il restait de ses anciennes économies. Ce geste discret, presque invisible, fut pour elle une libération. Elle ne fit pas de scène, ne cria pas sa victoire. Elle continua à marcher doucement dans cette maison, à sourire à ses petits-enfants, tout en préparant silencieusement sa sortie. Elle savait que le moment venu, elle partirait sans bruit, mais cette fois, avec sa dignité. Un matin, Laurent consulta son application bancaire et s'arrêta net. Le solde était en négatif. Aucun virement de la rente. Il rafraîchit l'écran à plusieurs reprises, incrédule. Puis il appela la banque, furieux, exigeant des explications. La conseillère resta calme, le versement a été transféré à Madame Madeleine Rousseau, en vertu de ses droits de veuve. Il eut un blanc, une rage sourde lui monta à la tête. Sa mère l'avait devancé. Elle avait osé agir dans l'ombre, sans rien dire. Sans perdre une seconde, il enfila sa veste et se précipita jusqu'à l'agence. Son visage était crispé, ses mains tremblaient de colère. Il hurla sur le directeur, parla de vol, d'abus. Mais tous les documents étaient en ordre, les signatures valides. La loi était de son côté à elle. Laurent se retrouva humilié, impuissant, face à sa propre négligence. Pour la première fois, il comprit que sa mère n'était plus sous son contrôle. Et cette idée, plus que la perte de l'argent, l'atteignit profondément. Il traversa la ville comme un fou, bousculant les passants, jurant à voix haute. Dans sa tête, il ressassait les mêmes mots, comment a-t-elle pu? Il monta les escaliers 4 à 4, poussa la porte violemment, entra dans l'appartement comme une tempête. « Maman » cria-t-il en parcourant les pièces du regard. Silence. La chambre de service était ouverte. Vide. Pas un sac, pas un vêtement. Juste un lit soigneusement fait, et sur la table, un petit mot plié. Il s'en approcha, le cœur battant. Il reconnut l'écriture droite de Madeleine, « Je pars. Je ne suis plus ta servante. Prends soin des enfants. » Sa gorge se noua. Il recula, hébété, regarda autour de lui, comme si elle allait réapparaître par magie. Mais elle était partie. Sans bruit, sans cri. Elle lui avait pris ce qu'il croyait posséder à jamais, sa présence silencieuse, sa force cachée. Il venait de perdre bien plus qu'un soutien financier. Il venait de perdre sa mère. Laurent resta planté devant la porte ouverte, incapable de bouger. La chambre était méticuleusement rangée, chaque objet à sa place, comme si elle n'y avait jamais vécu. Il ouvrit les tiroirs, vides. La penderie ne contenait plus rien, pas même une écharpe oubliée. Sur la table de chevet, il y avait un flacon vide de parfum, seul vestige de sa mère. Le silence dans l'appartement était plus lourd que jamais. Même Élodie, d'ordinaire indifférente, ressentit le vide. Le billet, court mais tranchant, lui restait dans les mains. Les mots simples résonnaient comme une gifle. « Je pars. Je mérite mieux. »
Prends soin de tes enfants. Il comprit qu'elle ne reviendrait pas. Qu'elle ne l'avait pas seulement quitté, elle s'était libérée. Il sentit une brûlure dans la gorge, mélange de colère, de honte et de peur. Sans elle, tout lui paraissait plus fragile, plus chaotique. Et il comprit, trop tard, qu'on ne piétine pas un cœur sans qu'un jour il cesse de battre pour vous. Madeleine prit un train sans se retourner. Elle choisit une ville discrète, ni trop grande, ni trop proche de Lyon. Là, elle trouva une petite location modeste, mais propre et lumineuse. Elle recommença à travailler dans une bibliothèque municipale, 3 jours par semaine. L'ambiance y était calme, les gens respectueux. Pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait marcher dans la rue sans sentir le poids de l'humiliation sur ses épaules. Elle reprit goût à de petites choses, préparer un repas pour elle seule, lire en silence, dormir sans être dérangée. Elle recommença même à écrire dans un carnet, des souvenirs, des pensées, des rêves oubliés. Ses mains, pourtant marquées par les années, retrouvaient peu à peu la douceur de l'autonomie. Elle ne parlait à personne de ce qu'elle avait vécu. Ce passé-là, elle le laissa derrière elle, comme un manteau trop lourd qu'on abandonne enfin. Elle se reconstruisait lentement, mais sûrement, et chaque jour renforçait sa dignité retrouvée. Pendant des mois, Madeleine garda le silence. Elle changea de numéro, coupa tout contact avec Laurent et Élodie. Elle n'ouvrait plus les réseaux sociaux, ne lisait plus ses anciens messages, ne cherchait plus à savoir ce qu'ils devenaient. Elle avait besoin de distance, de vide, de silence. Pour la première fois depuis des années, elle vivait sans pression, sans obligation, sans regard méprisant sur elle. Elle apprenait à respirer de nouveau, à se lever le matin pour elle-même, et non pour servir les autres. Elle faisait ses courses sans précipitation, buvait son café en écoutant la radio, observait les passants depuis son balcon. Elle ne parlait presque à personne, mais cela ne la rendait pas triste. Le calme qu'elle retrouvait était son armure, sa renaissance. Elle réapprenait à s'aimer, à s'accorder de la douceur. Les nuits n'étaient plus des fuites épuisantes, mais des refuges paisibles. Elle n'était plus la femme effacée du fond d'un couloir. Elle était Madeleine Rousseau, veuve digne, libre, et enfin debout. Un soir de septembre, après un dîner solitaire, Madeleine ressentit un pincement au cœur. Elle pensa à Théo et Camille, à leur rire, à leurs petites mains dans les siennes. Elle se demanda s'ils avaient grandi, s'ils lui en voulaient d'être partis. Alors, d'un geste hésitant, elle composa le numéro de Laurent, le même qu'elle avait longtemps tenté d'oublier. Il répondit au bout de plusieurs sonneries, la voix fatiguée, presque méfiante. Elle n'aborda ni l'argent, ni le passé. Elle ne prononça que ces mots, « Comment vont les enfants ?» Laurent resta silencieux quelques secondes. Puis il avoua, à demi-mot, que les choses n'allaient pas bien. Les dettes s'étaient accumulées, Élodie avait quitté le domicile temporairement, et il n'arrivait plus à gérer le quotidien. Les enfants étaient souvent seuls, tristes, agités. Cette confession, même voilée de fierté blessée, perça Madeleine en plein cœur. Elle comprit que, malgré tout, malgré les trahisons, ses petits-enfants avaient besoin d'elle. Et elle, malgré tout, les aimait plus que sa propre rancune. Laurent parla d'une voix sèche, comme s'il voulait garder le contrôle, mais Madeleine perçut la fissure. Il raconta, à demi-mot, que les dettes avaient englouti leur compte. La banque menaçait de saisir le logement, les cartes de crédit étaient bloquées, les huissiers appelaient tous les jours. Élodie, excédée, avait pris ses distances et était partie chez sa sœur, le laissant seul avec Théo et Camille. Les enfants, livrés à eux-mêmes, accumulaient retard scolaire et colère silencieuse. Laurent, dépassé, reconnut enfin, « Je n'y arrive plus ». Cette phrase résonna dans l'esprit de Madeleine comme un écho de toutes ces années d'effacement. Elle ne répondit pas tout de suite. Son cœur se serrait à l'idée des petits, privés d'attention, de tendresse, de stabilité. Elle savait que Laurent l'appelait indirectement à l'aide, sans l'humilité de le dire clairement. Mais ce n'était pas pour lui qu'elle ressentait une urgence, c'était pour Théo et Camille. Elle termina l'appel d'une voix calme, presque glacée. Et le lendemain, dès l'aube, elle fit sa valise.
Elle arriva devant l'immeuble sans prévenir, vêtue simplement, le visage déterminé. Laurent ouvrit la porte, visiblement surpris, mais soulagé. Aucun mot ne fut échangé. Les enfants, en la voyant, coururent vers elle comme vers un refuge longtemps perdu. Elle les prit dans ses bras, les serra fort, sans poser de questions. Elle entra, fit leurs valises en silence, rassembla quelques affaires scolaires et un doudou oublié sous un coussin. En moins d'une heure, elle avait tout préparé. Elle ne demandait pas la permission. Elle agissait. Laurent ne protesta pas. Il savait qu'il n'avait plus d'arguments. Il baissa les yeux, honteux, et leur dit un simple au revoir, sans s'approcher. Dans le train du retour, Madeleine gardait les enfants près d'elle, l'un endormi sur son épaule, l'autre dessinant sur un cahier. Elle ne leur fit aucune promesse. Elle ne parla pas du passé. Elle voulait juste leur offrir un présent plus doux, plus juste. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle faisait ce qu'elle aurait dû faire depuis toujours, protéger ce qui comptait vraiment. Dans le petit appartement de Madeleine, tout était simple mais chaleureux. Les enfants avaient chacun leur lit, des draps propres, des livres rangés sur une étagère qu'elle avait achetée d'occasion. Le matin, elle leur préparait des tartines beurrées, les aidait à s'habiller, les accompagnait à l'école main dans la main. Les soirs étaient remplis d'histoires chuchotées, de dessins collés sur le frigo, de rires sincères. Ils reprenaient confiance, s'ouvraient peu à peu, retrouvaient une stabilité qu'ils n'avaient jamais vraiment connue. Madeleine, sans grande démonstration, leur offrait enfin une vraie maison. Pendant ce temps, Laurent croulait sous les dettes. Les appels de recouvrement, les avis de saisie, les nuits sans sommeil devenaient son quotidien. Il tenta de contacter sa mère à plusieurs reprises, mais elle ne répondit jamais. Elle avait tout donné, tout sacrifié, et il n'avait su que prendre. Élodie ne revint pas. Les amis s'éloignèrent. Seul dans son appartement vide, il comprit trop tard qu'il avait rejeté l'unique personne capable de lui tendre la main sans condition. Madeleine, elle, ne regarda plus en arrière. Elle n'avait plus de rancune, seulement un avenir à reconstruire, avec ceux qu'il aimait vraiment. Tu as aimé cette histoire ? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo où on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt.